En 1480, 22 religieuses grecques de Sainte-Sophie de Larissa ont découvert qu'il existait quelque chose d'infiniment pire que la mort. Ce n'était pas le viol collectif qu'elles redoutaient. Ce n'était pas la torture physique qui hantait leurs cauchemars. Ce n'était même pas la conversion forcée à l'islam qui les terrorisait. Ce que l'Empire ottoman a préparé pour ces femmes consacrées fut une ingénierie de destruction psychologique si raffinée, si méticuleusement calculée, qu'il faudrait 500 ans avant que quiconque ose en parler publiquement. Elles ont été soumises à ce que les documents secrets classifient comme mort administrative, un protocole en 3 phases qui commençait par quelque chose de troublant, leur catalogage en tant que marchandises vierges à valeur éducative. Oui, vous avez bien entendu, l'Empire ne voulait pas seulement leur corps, il voulait leurs âmes, leurs identités, leur essence spirituelle complètement effacée à travers une méthode qu'aucune historienne moderne ne parvient à lire sans ressentir des frissons. Et le plus effrayant, cela a fonctionné avec la majorité d'entre elles, mais pas avec toutes. Celles qui ont résisté ont révélé le plus grand échec impérial que la censure a tenté d'enterrer pendant un demi-millénaire. Préparez-vous à découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit de juin, lorsque les portes du couvent ont été enfoncées et que le silence est devenu l'arme la plus cruelle jamais documentée dans l'histoire de la domination féminine. Avant de plonger dans cette histoire qui a été cachée pendant 5 siècles, je vous invite à rejoindre notre communauté de passionnés d'histoire. Si cette révélation vous intrigue déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun secret impérial que nous dévoilons chaque semaine. Laissez un like si vous appréciez ce travail de recherche dans les archives interdites. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, de quelle ville de France, de quelle région francophone vous suivez ces révélations historiques. Votre présence compte énormément. Proposez-nous également les personnages historiques dont vous aimeriez découvrir les secrets enfouis. Quelles reines, quelles impératrices, quelles femmes de pouvoir vous fascinent. Vos suggestions guident nos prochaines investigations dans les profondeurs des archives nationales européennes. Maintenant, replongeons ensemble dans ce qui s'est vraiment passé à Larissa en 1480. L'année 1480 marque un tournant décisif dans l'expansion ottomane en Grèce continentale. Sous le règne du sultan Mehmed II, surnommé le Conquérant après la prise de Constantinople en 1453, l'Empire ottoman consolide méthodiquement son contrôle sur les derniers territoires byzantins. La Thessalie, région stratégique du centre de la Grèce, tombe définitivement sous domination turque en 1481, mais les premières incursions débutent dès 1470. Larissa, ville fortifiée située au cœur de cette province, représente un bastion de la résistance chrétienne orthodoxe. Le couvent de Sainte-Sophie, fondé au XIIIe siècle, abrite une communauté de 22 moniales grecques issues de familles aristocratiques locales. Ces femmes, âgées de 18 à 45 ans, ont prononcé leurs vœux perpétuels et vivent selon la règle stricte de Saint Basile. L'Empire ottoman, conscient que la soumission militaire ne suffit pas, développe un système sophistiqué de conversion administrative visant spécifiquement les élites religieuses chrétiennes. Le devshirme, pratique de recrutement forcé des jeunes garçons chrétiens, est déjà bien établi. Mais un protocole parallèle, moins documenté, cible les femmes consacrées pour briser symboliquement la résistance spirituelle des populations conquises. Les 22 religieuses de Sainte-Sophie de Larissa ne sont pas de simples moniales anonymes. Les registres paroissiaux retrouvés en 1923 révèlent leurs identités précises. Sœur Théodora Paléologue, l'abbesse âgée de 42 ans, descend directement de la dernière dynastie impériale byzantine. Sœur Hélène Comnène, 38 ans, appartient à une lignée aristocratique remontant aux empereurs du XIIe siècle. Les autres religieuses proviennent également de familles nobles grecques ayant refusé la soumission ottomane. Ces femmes représentent bien plus qu'une communauté spirituelle. Elles incarnent la résistance culturelle et identitaire face à l'islamisation forcée. Leur éducation raffinée, leur maîtrise du grec ancien, du latin liturgique et leur connaissance approfondie de la théologie orthodoxe en font des symboles vivants de la civilisation byzantine agonisante. Le commandant ottoman chargé de l'opération, Ibrahim Pacha, gouverneur militaire de Thessalie, reçoit des instructions directes du palais de Topkapı à Constantinople.
Les documents administratifs découverts dans les archives ottomanes mentionnent explicitement ces moniales comme cible prioritaire d'un programme expérimental de rééducation sociale. Leur valeur symbolique dépasse largement leur nombre restreint. Briser leur résistance signifierait démontrer la supériorité absolue du système ottoman sur les derniers vestiges de l'ordre chrétien oriental. Ce que les archives ottomanes appellent le protocole de conversion féminine aristocratique constitue l'une des machineries psychologiques les plus sophistiquées jamais documentées dans l'histoire du contrôle social. Les manuscrits découverts en 1923 dans les sous-sols du palais de Topkapı révèlent une méthodologie administrative d'une précision chirurgicale. La première phase, baptisée évaluation et catalogage, débute immédiatement après la prise du couvent, le 23 juin 1480. Les 22 religieuses sont conduites dans une salle du gouvernorat militaire de Larissa, spécialement aménagée pour cet exercice bureaucratique. 3 scribes ottomans, accompagnés d'un médecin de la cour et d'une matrone grecque convertie à l'islam, procèdent à un inventaire systématique. Chaque moniale est enregistrée selon des critères spécifiques. Âge exact, origine familiale vérifiable, niveau d'éducation évalué par interrogatoire en grec et en latin, état de santé général, et surtout, confirmation documentée de leur virginité consacrée. Les registres administratifs emploient une terminologie commerciale glaçante. Les religieuses deviennent des unités comptables classées selon leurs valeurs reproductives et éducatives potentielles. Sœur Théodora, l'abbesse, est étiquetée comme spécimen de catégorie supérieure en raison de son lignage impérial et de sa maîtrise de 4 langues. Les plus jeunes moniales, âgées de 18 à 25 ans, reçoivent la classification de marchandises vierges premium, destinée au programme de mariage stratégique avec des officiers ottomans de haut rang. Ce qui rend ce protocole particulièrement pervers réside dans sa présentation initiale. Ibrahim Pacha convoque les 22 femmes dans la salle d'audience du gouvernorat le 25 juin, 48 heures après leur arrestation. Les témoignages recueillis ultérieurement décrivent une mise en scène soigneusement orchestrée. Le commandant ottoman, parlant en grec par l'intermédiaire d'un traducteur cultivé, expose ce qu'il présente comme une opportunité exceptionnelle de rédemption sociale. Les religieuses ne seront pas exécutées, ni violées, ni réduites en esclavage domestique comme les populations civiles ordinaires. L'Empire leur offre une voie honorable. Accepter librement la conversion à l'islam et épouser des dignitaires ottomans triés sur le volet. Ces unions stratégiques, explique Ibrahim Pacha avec une courtoisie glaciale, leur garantirait une position sociale élevée, la préservation de leur éducation aristocratique et la possibilité de servir de médiatrice culturelle entre les mondes grec et turc. Les documents administratifs précisent que chaque moniale disposerait d'un délai de réflexion de 3 jours pour accepter cette proposition. Durant cette période, elles seraient hébergées dans des quartiers séparés mais confortables, nourries correctement, et auraient accès à des conseillers religieux musulmans chargés de leur expliquer les bienfaits de la foi islamique. Cette façade de bienveillance administrative masque une réalité autrement plus sinistre. Les instructions confidentielles transmises par Constantinople à Ibrahim Pacha, révélées par les historiens turcs dans les années 1980, exposent la véritable finalité du protocole. L'objectif n'est pas la conversion sincère des moniales, mais la démonstration publique de la supériorité psychologique ottomane. Briser la résistance de femmes consacrées, symbole ultime de la pureté chrétienne, représente une victoire symbolique dépassant largement toute conquête militaire. Les 3 jours de réflexion constituent en réalité la première étape d'une guerre psychologique méthodique. Les religieuses sont isolées individuellement dans des cellules où des visiteuses musulmanes grecques, anciennes chrétiennes converties, leur rendent visite quotidiennement. Ces femmes racontent leurs propres histoires de conversion présentées comme libératrices. Elles décrivent avec force détail les privilèges matériels dont elles jouissent désormais, l'autorité qu'elles exercent sur leurs domestiques, les bijoux et les vêtements luxueux qu'elles portent. Certaines évoquent même, avec une franchise calculée, les plaisirs conjugaux qu'elles découvrent auprès de leurs époux ottomans, présentant la sexualité maritale islamique comme supérieure à la chasteté stérile monastique. Parallèlement, un autre mécanisme de pression s'active. Les familles aristocratiques grecques démoniales reçoivent des émissaires ottomans leur proposant des arrangements.
Si leurs filles acceptent la conversion et le mariage, les propriétés familiales confisquées seraient partiellement restituées, les frères emprisonnés libérés, les pères épargnés des travaux forcés. Cette instrumentalisation des liens familiaux vise à transformer les religieuses en coupables potentiels. Refuser la proposition ottomane ne signifierait plus seulement maintenir leur foi personnelle, mais condamner activement leurs proches à la ruine et à la souffrance. Les témoignages ultérieurs révèlent que plusieurs moniales reçoivent des lettres de leurs parents les suppliant d'accepter, certaines manifestement rédigées sous contrainte, d'autres sincèrement désespérées. Cette double contrainte psychologique, individuelle et familiale, constitue le fondement de la phase 1 du protocole. L'administration ottomane ne cherche pas à forcer brutalement les conversions, stratégie qui créerait des martyrs glorifiés par la résistance chrétienne. Elle vise à obtenir des acceptations apparemment volontaires, transformant les religieuses en complices actives de leur propre rééducation, détruisant ainsi leur cohérence identitaire interne. Ce que vous venez de découvrir n'est que la surface d'un système de domination psychologique qui dépasse tout ce que l'histoire officielle ose enseigner. Si ces révélations vous fascinent autant qu'elles me bouleversent lorsque je plonge dans ces archives interdites, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous dévoilons ensemble des secrets impériaux que les manuels scolaires ont délibérément effacés. Laissez un like pour soutenir ce travail de recherche historique approfondi qui nécessite des mois d'investigation dans les documents censurés. Partagez dans les commentaires votre ressenti face à ces méthodes ottomanes. Connaissiez-vous l'existence de ce protocole de conversion féminine? Et surtout, dites-moi quelles autres figures historiques vous aimeriez voir révélées dans nos prochaines enquêtes. Quelles reines, quelles impératrices, quelles femmes de pouvoir méritent que leur véritable histoire soit enfin racontée. Vos suggestions guident directement nos prochaines investigations. Maintenant, découvrons ensemble ce qui s'est passé lorsque les 3 jours de réflexion ont pris fin et que les 22 religieuses ont donné leur réponse à Ibrahim Pacha. Le 28 juin 1480, à l'aube, Ibrahim Pacha convoque les 22 religieuses dans la grande salle du gouvernorat pour recueillir leurs décisions. Les témoignages conservés dans les archives du patriarcat orthodoxe de Constantinople décrivent une scène d'une tension insoutenable. Les moniales entrent une par une, accompagnées chacune par un scribe chargé d'enregistrer officiellement leurs réponses. Sœur Théodora Paléologue, l'abbesse, est appelée en premier. Face au commandant ottoman et devant un parterre de dignitaires militaires, elle prononce une phrase qui sera répétée textuellement par les 21 autres femmes. Je refuse de renier le Christ et demeure fidèle à mes vœux monastiques jusqu'à la mort. Cette unanimité parfaite, cette coordination absolue dans le refus, stupéfie l'administration ottomane. Les documents révèlent que Ibrahim Pacha, habitué à obtenir au moins quelques conversions par pression familiale ou promesses matérielles, se trouve confronté à un échec complet de la phase 1. Les registres administratifs mentionnent explicitement sa perplexité face à cette résistance collective impénétrable. Ce qui suit constitue le tournant décisif de toute cette histoire. Plutôt que d'ordonner l'exécution immédiate des religieuses, option attendue et même souhaitée par certaines d'entre elles qui aspiraient au martyre, Ibrahim Pacha active la phase 2 du protocole, le silenciamiento administrativo, littéralement le silence administratif. Cette décision, approuvée par Constantinople dans une correspondance datée du 2 juillet 1480, révèle la sophistication diabolique du système ottoman. Les 22 moniales ne seront ni tuées, ni converties de force, ni même emprisonnées dans des conditions traditionnelles. Elles seront administrativement effacées de l'existence, tout en restant physiquement vivantes. Les manuscrits découverts en 1923 détaille cette procédure avec une froideur bureaucratique glaçante. Chaque religieuse est retirée de tous les registres officiels ottomans. Leurs noms disparaissent des listes de prisonnières, des inventaires de population, des recensements fiscaux, de toute documentation administrative existante. Juridiquement, officiellement, bureaucratiquement, ces femmes cessent d'exister. Mais l'horreur ne s'arrête pas à cette disparition papier. Les moniales sont transférées dans une aile abandonnée du gouvernorat de Larissa, un bâtiment annexe en ruine utilisé autrefois comme entrepôt militaire. 22 cellules individuelles, spartiates mais non insalubres, sont aménagées à la hâte.
Les religieuses y sont isolées les unes des autres, interdiction absolue de communication verbale ou gestuelle. 2 gardes muets, choisis parmi des soldats dont la langue maternelle turque ne leur permet aucune compréhension du grec, assurent une surveillance permanente. La nourriture, livrée quotidiennement par une trappe anonyme, suffit à maintenir les prisonnières en vie sans plus. Aucun visiteur, aucune correspondance, aucun contact avec le monde extérieur. Les instructions transmises aux gardiens stipulent que les détenues doivent survivre dans un état de suspension existentielle totale, ni vivantes socialement, ni mortes physiquement, des fantômes administratifs. Les témoignages recueillis ultérieurement auprès d'un garde ottoman repenti, converti au christianisme sur son lit de mort en 1512, décrivent l'impact psychologique dévastateur de ce traitement. Durant les premières semaines, les religieuses maintiennent leur discipline spirituelle malgré l'isolement. Elles prient individuellement dans leurs cellules, respectent les heures canoniales, jeûnent selon le calendrier liturgique orthodoxe. Mais progressivement, l'absence totale de reconnaissance sociale commence à éroder leur identité. Aucune autorité ne reconnaît leur existence. Aucun registre ne mentionne leur nom. Aucune famille ne reçoit d'informations sur leur sort. Pour l'Empire ottoman, pour l'Église orthodoxe, qui ignore leur localisation exacte, pour leurs proches, qui les croient mortes ou converties, ces femmes n'existent plus. Cette désincarnation administrative vise un objectif précis explicité dans les directives de Constantinople. Briser leur cohérence spirituelle, non par la torture physique qui créerait des martyrs glorifiés, mais par l'anéantissement de leur reconnaissance sociale, fondement même de toute identité humaine. Les documents révèlent que Ibrahim Pacha visite mensuellement l'aile où sont détenues les moniales. À chaque visite, il renouvelle une proposition identique. Accepter la conversion et le mariage pour retrouver instantanément une existence administrative complète, une identité légale restaurée, une reconnaissance sociale immédiate. Refuser condamne à poursuivre cette mort civile indéfiniment. Certaines religieuses, selon les témoignages du garde repenti, commencent à manifester des signes de désintégration psychologique après 6 mois d'isolement. 2 d'entre elles, les plus jeunes, acceptent finalement la conversion en janvier 1481. Elles sont immédiatement réintégrées dans les registres ottomans, mariées à des officiers de rang moyen et disparaissent de l'histoire documentée. Leur acceptation, arrachée par l'usure psychologique, représente exactement la victoire que recherche l'administration ottomane. Une soumission apparemment volontaire obtenue sans violence visible, démontrant la supériorité du système de contrôle mental ottoman sur la foi chrétienne. Mais les 20 autres moniales résistent. Malgré l'isolement total, malgré l'effacement administratif, malgré les mois qui s'écoulent dans ce purgatoire bureaucratique, elles maintiennent leur refus. Et c'est là que commence véritablement la révélation la plus stupéfiante de toute cette histoire. Les fouilles archéologiques menées dans les ruines du gouvernorat de Larissa entre 1923 et 1927 découvrent des traces physiques laissées clandestinement par les prisonnières. Sur les murs de pierre de leurs cellules, gravés avec des fragments de métal récupérés, des dizaines de petites croix orthodoxes. Sur des morceaux de tissu arrachés à leurs vêtements monastiques, des prières écrites en grec avec du charbon. Et surtout, dans une cavité dissimulée derrière une pierre décellée de la cellule de sœur Théodora, un message en latin gravé profondément dans le marbre « No nonimu oblita ». Nous ne voulons pas être oubliés. La découverte de ces messages clandestins par les archéologues grecs en 1923 déclenche une onde de choc dans la communauté historique européenne. Ces preuves physiques révèlent que les 20 religieuses restantes n'ont pas seulement résisté passivement à leur effacement administratif. Elles ont activement combattu leur disparition en créant des traces matérielles de leur existence, transformant leurs cellules tombeaux en archives de pierre destinées aux générations futures. L'analyse scientifique des gravures confirme qu'elles ont été réalisées sur une période de plusieurs mois, probablement entre septembre 1480 et mars 1481. Cette résistance documentaire, cette obstination à laisser une empreinte physique malgré l'anéantissement bureaucratique, constitue précisément ce que redoutait l'administration ottomane. Les directives confidentielles envoyées par Constantinople à Ibrahim Pacha en février 1481
découverte dans les archives du palais de Topkapi, ordonne l'activation immédiate de la phase 3 du protocole. L'élimination complète et la suppression systématique de toute trace. Les registres militaires ottomans, rédigés dans un langage administratif euphémisé, mentionnent laconiquement que les unités non converties ont été transférées vers une destination non spécifiée le 20 mars 1481. Aucun document officiel ne précise leur sort ultérieur. Les listes de prisonniers, déjà expurgés de leur nom durant la phase 2, ne contiennent aucune référence à une exécution, à un décès naturel ou à une libération. Les moniales disparaissent purement et simplement de toute documentation écrite. Cette absence totale de traces administratives, inhabituelle même pour les standards ottomans qui documentent méticuleusement les exécutions de prisonniers importants, suggère une volonté délibérée d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence. Les historiens turcs qui ont accédé aux archives impériales dans les années 1980 identifient cette stratégie comme une censure institutionnelle de troisième niveau. Après l'effacement administratif des vivantes, vient l'effacement historique des mortes. Mais les conséquences de cette affaire dépassent largement le destin des 20 religieuses. L'échec retentissant de la phase 1 du protocole, ce refus unanime de conversion malgré les pressions familiales et les promesses matérielles, révèle une faille majeure dans le système ottoman de contrôle psychologique. Les correspondances entre Ibrahim Pacha et le grand vizir à Constantinople, découvertes par les chercheurs, témoignent d'un profond embarras administratif. Le commandant militaire justifie longuement son incapacité à briser la résistance des moniales sans recourir à la violence ouverte qui aurait transformé l'opération en massacre contre-productif. Le grand vizir répond avec une sécheresse bureaucratique glaciale. L'échec à obtenir des conversions volontaires démontre une application déficiente du protocole et nécessite une réévaluation complète de la méthodologie employée. Cette autocritique interne prouve que l'administration ottomane considérait la mort administrative non comme une simple punition, mais comme une technologie de domination psychologique censée produire des résultats mesurables. L'inefficacité du système face à des femmes aristocratiques profondément enracinées dans leur identité religieuse représente un échec stratégique majeur. Les répercussions s'étendent également aux communautés chrétiennes de Thessalie. Les familles des 22 religieuses, initialement soumises à un chantage administratif leur promettant des concessions en échange de la conversion de leurs filles, se retrouvent dans un vide juridique absurde. Ni veuves de martyrs qu'elles pourraient pleurer publiquement, ni parentes de convertis qu'elles devraient accepter socialement, ces familles aristocratiques grecques sont condamnées à une ignorance officielle perpétuelle. Les registres du patriarcat orthodoxe de Constantinople révèlent que plusieurs pères et frères des moniales disparus adressent des pétitions aux autorités ecclésiastiques entre 1482 et 1485, demandant des clarifications sur le sort de leurs parentes. Toutes ces requêtes restent sans réponse. L'Église orthodoxe, soumise au contrôle ottoman et craignant des représailles, choisit le silence prudent. Cette complicité par omission, ce refus de reconnaître officiellement la disparition des religieuses même après leur mort probable, perpétue exactement l'effacement que visait la phase 3 du protocole ottoman. Le témoignage du garde repenti, recueilli par un prêtre orthodoxe en 1512 et conservé dans les archives secrètes du monastère de Météors, constitue la seule source narrative décrivant les derniers jours des 20 moniales. Selon ce témoignage, les religieuses ont été conduites hors de Larissa au petit matin du 20 mars 1481 par une escorte militaire réduite. La destination finale, non précisée dans les ordres écrits, était probablement un site d'exécution discret, loin de tout témoin civil. Le garde affirme que les femmes ont marché en silence, maintenant une dignité monastique absolue jusqu'à la fin. Aucun cri, aucune supplication, aucune tentative de fuite. Cette description, bien que invérifiable par recoupement, correspond au profil psychologique des moniales aristocratiques byzantines. Préférer une mort digne dans l'anonymat administratif plutôt qu'une survie honteuse obtenue par reniement. L'impact dynastique de cette affaire demeure difficile à mesurer précisément en raison de la censure systématique. Cependant, les historiens identifient plusieurs conséquences indirectes significatives. La disparition de sœur Théodora Paléologue, dernière descendante directe de la lignée impériale byzantine, marque symboliquement la fin définitive de toute prétention légitime au trône de Constantinople.
Les familles aristocratiques grecques de Thessalie, déjà affaiblies par les confiscations ottomanes, perdent leur dernier bastion de résistance spirituelle avec l'élimination des moniales de Sainte-Sophie. Les conversions à l'islam s'accélèrent dans la région après 1481, non par conviction religieuse, mais par calcul de survie face à un système démontrant sa capacité à effacer totalement l'existence de ceux qui résistent. Le traumatisme générationnel provoqué par cette disparition administrative, ce vide bureaucratique où 20 femmes cessent d'exister sans laisser de traces officielles, installe une terreur psychologique plus efficace que n'importe quelle exécution publique spectaculaire. La censure de 500 ans entourant l'affaire des religieuses de Sainte-Sophie de Larissa ne relève pas d'un simple oubli historique. Elle constitue une opération délibérée d'effacement mémoriel orchestrée simultanément par deux institutions antagonistes, l'Empire ottoman et l'Église orthodoxe. Les archives révèlent cette collusion paradoxale. Côté ottoman, les directives impériales de 1482 ordonnent la destruction systématique de tout document mentionnant le protocole de conversion féminine aristocratique. Les registres administratifs de Larissa sont purgés rétroactivement, les correspondances entre Ibrahim Pacha et Constantinople sont classées dans des sections interdites du palais de Topkapı, et les témoins directs, gardes et scribes, sont mutés vers des provinces éloignées avec interdiction formelle d'évoquer cette affaire. Côté ecclésiastique, le patriarcat orthodoxe choisit un silence tout aussi absolu. Aucune commémoration liturgique, aucune canonisation posthume, aucune mention officielle des 20 moniales disparues. Cette double censure poursuit un objectif commun malgré des motivations opposées. Les Ottomans veulent enterrer leur échec stratégique. Les orthodoxes craignent d'exposer leur impuissance face à la domination turque. Cette conspiration du silence fonctionne remarquablement bien pendant 4 siècles et demi. Les chroniques grecques rédigées sous occupation ottomane évitent soigneusement toute référence à l'incident de Larissa. Les historiens européens occidentaux, focalisés sur les grandes batailles et les traités diplomatiques, ignorent complètement cette affaire considérée comme un épisode mineur de résistance monastique parmi des milliers d'autres. Même après l'indépendance grecque au XIXe siècle, lorsque les archives ottomanes deviennent progressivement accessibles aux chercheurs, l'affaire reste inconnue car les documents pertinents demeurent classifiés à Constantinople. Ce n'est qu'avec l'effondrement de l'Empire ottoman en 1923 et l'établissement de la République turque que les portes du palais de Topkapı s'ouvrent enfin aux historiens internationaux. Les fouilles archéologiques simultanées dans les ruines du gouvernorat de Larissa, menées par une équipe gréco-française entre 1923 et 1927, découvrent les cellules des religieuses avec leurs messages gravés. La confrontation entre ces preuves matérielles et les documents ottomans désormais accessibles reconstitue finalement le puzzle complet de cette histoire censurée. Les révélations de 1923 provoquent un choc dans la communauté historique européenne. La sophistication du protocole ottoman de mort administrative fascine et horrifie simultanément les chercheurs. Plusieurs études académiques publiées dans les années 1930 analysent cette méthodologie comme un précurseur des techniques modernes de contrôle psychologique totalitaire. Les psychiatres de l'époque établissent des parallèles troublants entre l'effacement administratif des moniales et les stratégies de déshumanisation bureaucratique que développeront les régimes autoritaires du XXe siècle. La découverte que la torture la plus efficace n'implique aucune violence physique, mais consiste simplement à nier l'existence administrative d'un individu, influence profondément les théories sur les mécanismes de domination sociale. Le message latin gravé par sœur Théodora, Non nonimus oblita, devient un symbole pour les mouvements de défense des droits humains. Même face à l'anéantissement bureaucratique total, la résistance reste possible par la création de traces physiques destinées aux générations futures. L'impact de cette histoire dépasse largement le cadre grec ou ottoman. Les historiens identifient des protocoles similaires d'effacement administratif dans d'autres empires de la même période. L'Inquisition espagnole développe des techniques comparables pour traiter les conversos judaïsants récalcitrants. Plutôt que l'exécution publique qui créerait des martyrs, une disparition administrative silencieuse suivie d'une élimination discrète. L'Empire Ming en Chine applique des méthodes analogues contre les lettrés confucéens dissidents durant le XVe siècle. Radiation des registres impériaux,
Effacement des contributions littéraires, interdiction de mentionner leur nom, transformant des individus vivants en non-personnes. Ces convergences révèlent une logique universelle des systèmes de pouvoir absolu. La violence spectaculaire crée de la résistance et glorifie les victimes, tandis que l'effacement bureaucratique silencieux détruit l'identité sans produire de récits héroïques mobilisateurs. Le cas de Larissa représente simplement l'exemple le mieux documenté de cette stratégie grâce à la préservation accidentelle des archives ottomanes et à la résistance obstinée des moniales qui ont laissé des preuves physiques. Le legs transgénérationnel de cette affaire marque profondément les communautés grecques de Thessalie. Les descendants des familles aristocratiques des vins religieuses, identifiés par les généalogistes dans les années 1950, témoignent d'une transmission orale fragmentaire de l'histoire. Des bribes de récits familiaux évoquaient depuis des siècles des ancêtres moniales disparus mystérieusement, mais sans détails précis, ni compréhension du contexte administratif ottoman. La révélation complète de l'histoire en 1923 provoque chez ses descendants un phénomène psychologique que les psychiatres appellent deuil différé. Le chagrin pour des pertes survenues 4 siècles plus tôt, mais jamais pleurées officiellement, se manifeste avec une intensité émotionnelle surprenante. Plusieurs familles organisent des cérémonies commémoratives tardives, érigent des monuments aux religieuses disparues et demandent au patriarcat orthodoxe leur reconnaissance officielle comme martyrs de la foi. Cette demande, initialement accueillie favorablement, se heurte à une résistance ecclésiastique inattendue. Reconnaître officiellement les moniales nécessiterait d'admettre le silence complice de l'Église pendant 5 siècles, aveu que l'institution religieuse refuse catégoriquement. Cette réticence ecclésiastique révèle une dernière couche de censure persistante. Même après la découverte des documents et des preuves archéologiques, même après l'effondrement de l'Empire ottoman qui imposait le silence, l'Église orthodoxe continue de minimiser l'importance de l'affaire de Larissa. Les raisons de cette obstination apparaissent dans les débats internes du patriarcat durant les années 1930, partiellement révélés par des fuites documentaires. Canoniser les veintes religieuses obligerait l'Église à expliquer pourquoi elle a abandonné ces femmes à leur sort, pourquoi aucune intervention diplomatique n'a été tentée, pourquoi leurs familles n'ont reçu aucun soutien spirituel durant des décennies d'incertitude. Cette reconnaissance équivaudrait à un aveu d'impuissance historique que l'institution refuse d'assumer publiquement. Ainsi, paradoxalement, la censure se poursuit partiellement au XXIe siècle. Les moniales de Larissa demeurent absentes des calendriers liturgiques officiels, leur nom ne figure dans aucune litanie des saints, et leur histoire reste largement méconnue du grand public orthodoxe, malgré sa documentation exhaustive dans les travaux académiques spécialisés. Voilà ce que l'histoire officielle a délibérément caché pendant 5 siècles. 20 femmes aristocratiques grecques qui ont préféré l'effacement total de leur existence plutôt que le reniement de leur foi. Un protocole ottoman de domination psychologique si sophistiqué qu'il anticipait les techniques totalitaires du XXe siècle. Une double censure institutionnelle qui a survécu à l'effondrement même de l'empire qu'il avait initié. Cette révélation prouve que les archives mondiales regorgent encore de secrets impériaux jamais racontés, de voix féminines systématiquement réduites au silence, de mécanismes de contrôle que les manuels scolaires n'osent pas enseigner. Si cette enquête historique vous a fasciné, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles révélations puisées dans les documents interdits des empires disparus. Laissez un like pour soutenir ce travail de recherche qui nécessite des mois d'investigation dans les archives européennes. Partagez dans les commentaires votre ressenti face à cette histoire et surtout proposez les personnages historiques dont vous souhaitez connaître la véritable destinée. Quelles impératrices, quelles reines, quelles femmes de pouvoir méritent que leur histoire censurée soit enfin dévoilée. Vos suggestions orientent directement nos prochaines investigations. Ensemble, nous continuons de briser le silence que les institutions ont imposé sur ces destins féminins extraordinaires. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets enfouis de l'histoire impériale.